Ça fait peur comme mot, je trouve, de dire qu'on est malade. Ça peut faire fuir beaucoup de gens. Parce que finalement, on a nos problèmes, mais de dire qu'on est malade, c'est vraiment... je trouve que c'est lourd comme mot. Quand on dit tu es malade, c'est très fort, ça rabaisse, je trouve. Donc moi, j'aime pas me dire que je suis malade. Je me dis que j'ai des difficultés. Là, que je travaille sur moi-même, encore le travail sur soi-même. J'aime pas le mot maladie, en fait, pour me décrire. Donc je dis que c'est un trouble. Je sais plus si on considère la dépression comme une maladie, mais ça reste quelque chose qui se soigne. On n'est pas taré, c'est juste qu'on a eu des soucis peut-être psychologiques. En tout cas, il y a eu tout un déroulement qui a conduit à peut-être, si je prends un mot un peu extrême, ou désespoir, ou bien face à une situation sans issue vraiment possible, puis on se laisse aller peut-être à des idées sombres, et on a plus de peine à voir l'avenir avec clairvoyance, avec clarté. Il faut juste peut-être nous aider à remonter. C'est un peu comme si on se noie. On ne peut pas reprendre notre souffle par nous-mêmes. On est obligé d'être aidé. Ensemble, ils partagent une souffrance, une maladie invisible, la maladie psychique. Un trouble aux multiples visages. Pour eux, une nouvelle journée commence à l'Institut Maïeutique, un hôpital de jour psychiatrique au centre de Lausanne. Chaque jour, l'établissement accueille une cinquantaine de patients âgés de 16 à 30 ans. Bonjour à tous. Alors, Adriana, Alain, Alexandre, Audrey. On est tous un peu pareils entre patients parce qu'on a un parcours de vie, on a peut-être commencé très bien et tout à coup, il y a eu quelque chose, un blocage, ou par exemple, on a des TOC ou d'autres problèmes, on doit apprendre à vivre avec. On n'est pas tout à fait, entre guillemets, comme les autres ou comme la norme de la société. Et donc, ici, c'est un peu un tremplin pour se remettre dans la vie professionnelle et sociale, se réinsérer. Virginie. Oui. Martina. Oui. Muriel. Oui. Philippe R. Oui. Sarah. Oui. Est-ce que j'ai bien accueilli toutes les personnes présentes? Bonne matinée à tous. Merci. Se reconstruire, ce n'est pas si simple. Surtout quand on a vécu les crises souvent violentes et qu'on a connu l'isolement provoqué par la maladie psychique. La maïeutique, c'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. C'est aussi le principe de base de l'Institut. Venus pour la plupart de l'hôpital, les résidents sont considérés comme des partenaires des soins. Des soins qui prennent surtout la forme d'ateliers, animés par des psychologues et des éducateurs certifiés. La maladie psychique affecte peut-être essentiellement les compétences sociales, relationnelles, et puis aussi pour un certain nombre les compétences cognitives. Donc certains vivent aussi des troubles cognitifs au quotidien et ça rend le quotidien compliqué pour eux. Ils n'arrivent plus à mémoriser, ils n'arrivent plus à suivre une conversation. C'est très invalidant dans le quotidien. Peut-être il y a un élément qui est assez central à tous les patients, quel que soit leur trouble, c'est l'aspect de la perte de confiance et d'estime de soi. Et je pense que c'est un lieu où on travaille beaucoup à restaurer ça, à restaurer le moral des gens, pour parler en termes comme ça, mais c'est plus profond que ça, c'est leur foi en eux-mêmes et en leurs compétences. On est dans un mouvement métamorphose, on ne casse pas, on rentre d'une forme dans l'autre. On transforme, en fait. Et ça, je trouve quand même... L'Institut collabore avec les services hospitaliers du canton. Maintenant, c'est un état dans lequel j'entre
et essayez de faire une assiette équilibrée dans un premier temps. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez cette assiette de côté. C'est ce qu'on appelle un hôpital de jour, même si de prime abord, ça n'a rien d'un hôpital. On est loin d'une image encore très répandue de la psychiatrie. Pour faire joli, c'est joli les carottes. Oh, puis moi je mange toujours des carottes et des petits pois en même temps. C'est vrai que des fois les gens, quand on évoque le terme psychiatrie, ils croient tout de suite oh mais quelle horreur, quelle horreur. Ils se voient dans Volon Tsunami de coucou en fait. Ils voient qu'on a, je sais pas, un entonnoir sur la tête, qu'on est complètement badadia. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Si, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand t'es comme ça, c'est impressionnant. Qu'est-ce que j'y peux si je suis grand et que t'es petite? Bah écoute, rien. Mais moi Comme ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Miser sur des plus petits gestes, plus petits, des petits trucs. Comme j'aime à dire, l'hôpital de jour est un peu un laboratoire de la vie. Il permet de lutter contre ces fantômes intérieurs, contre ces angoisses, parce qu'on peut expérimenter une façon d'être. Et puis, on peut surtout écouter le retour que vont nous donner les gens dans un cadre protégé, qui permet de s'ajuster, qui permet de gagner en confiance et de petit à petit pouvoir évoluer dans le monde et dans la société en ayant acquis des compétences, en ayant appris à mobiliser ses ressources. Santé, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? À l'Institut, les soignants ne portent pas de blouse blanche. C'est important pour regagner la confiance après le traumatisme de l'hospitalisation. C'est-à-dire de ne pas être tous là-bas quand on bouge, tous ensemble, mais d'essayer de remplir vraiment tout l'espace et essayer de penser. La première journée, t'arrives, tu sais même pas qui est soignant, qui est patient. Moi, je me perdais là-dedans. C'est incroyable ça. Les soignants n'ont pas des blouses blanches, sinon ça foutrait un coup au moral quand même. Guitty a 19 ans. Après plus d'1 an passé ici, elle semble épanouie. À son contact, il est difficile d'imaginer son parcours. Et pourtant, avant ses 18 ans, Guitty avait déjà vécu de nombreuses hospitalisations, au point de s'y habituer. À sa majorité, elle est orientée par l'hôpital vers l'Institut. Alors les premiers jours d'essai étaient horribles pour moi. Dès le moment où on m'a parlé de l'Institut magnétique, je partais mais en crise d'hystérie. Je ne voulais pas mettre les pieds ici, mais vraiment c'était hors de question. J'entendais ce mot, je pétais les plombs. Hein. Et du coup, je venais avec mon éducateur justement de l'hôpital qui m'amenait en voiture. Et les premiers jours, les journées d'essai que j'ai fait, je restais dans la voiture en fait. Je bougeais pas. Et pendant plus de 45 minutes, je pense, Muriel, donc la directrice et d'autres personnes ont dû intervenir et venir faire mes entretiens dans la voiture parce que je ne sortais pas. Puis après, quand j'ai accepté de sortir, je suis restée 10 minutes la première fois et direct, j'ai appelé mon éducateur pour qu'il revienne. La fois d'après, peut-être 1 heure. Vraiment, j'ai dû bien faire 6 mois d'essai, je pense, avant d'arriver à intégrer l'Institut. Et ça n'a pas été facile. Je suis née en Inde. J'étais à Bombay dans un orphelinat jusqu'à mes 2 ans où une famille de Suisse est venue m'adopter. Et très vite à l'école, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de problèmes d'harcèlement, surtout dans mes dernières années d'école. Clairement, c'était basé beaucoup sur ma couleur de peau. Et j'ai dû être hospitalisée, j'ai dû du coup arrêter l'école. Et maintenant, je suis ici. Pleurnicheur, on est sorti de couilles molles, PD. J'ai vécu à partir de l'âge de 6-7 ans du harcèlement, qui a été très 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 fort, surtout quand j'avais 10 ans. Parce que j'étais différent, c'est un grand mot, mais c'est juste parce que j'avais une sensibilité, j'étais très sensible. Et mes camarades, si j'ose le dire, les camarades, j'emploierai d'autres mots pour qualifier ces personnes, mais je les dirai pas parce que ça relève des insultes, se moquaient de moi quand je pleurais, ils faisaient tout pour me faire pleurer, voilà. J'ai développé beaucoup de phobies sociales, je peux plus prendre les transports en public en étant à l'aise, je regarde tout le temps à côté de moi. Quand quelqu'un me fait un geste, même pour me faire un câlin, j'ai le réflexe
de m'éloigner. Et en fait, c'est horrible parce que les gens, parfois, ils veulent juste me faire un bisou ou me parler. Et puis en fait, moi, j'ai vraiment ce réflexe de non, touche-moi pas, regarde-moi pas. Enfin. Pendant très longtemps, j'ai pris cette sensibilité comme vraiment un défaut. C'est en essayant de la cacher qu'en fait j'ai commencé surtout aussi à... Plus je la cachais, plus j'avais d'angoisse, plus j'étais mal. Et c'est là que ça a bugué. Ça a bugué. C'est comme si j'étais rentré chez moi. J'avais posé mon sac, un énorme sac, avec tout ce que j'ai vécu de négatif pendant toute ma scolarité, ce qui fait 11 ans, ce qui est pas mal quand même. Que je l'ai posé, et qu'il y avait tellement de choses dedans que je l'ai posé et que tout soit déversé, qu'il soit éclaté. Et je me suis retrouvé submergé par tout ce que j'avais vécu. Et c'est là le bug en soi. Comment vis-tu les changements qui peuvent se produire autour de toi? Les changements, comment je dis? Pour de nombreux patients, la maladie est apparue en pleine scolarité dans un contexte de stress intense. Tout d'abord, il faut faire la différence entre les changements positifs ou négatifs. Alors, pour chasser les démons, il faut parler. Les moments de dialogue ont une place importante. Alexandre évoque le bug pour définir son trouble. C'est qu'il a intégré une autre qualité de l'Institut. Ne pas revenir sans arrêt sur le diagnostic. Certains disent j'ai bugué, j'ai pété les plombs, je suis gênée, je me sens pas bien. Des mots que tout un chacun pourrait utiliser, mais dans lequel eux mettent un sens bien précis. Et bien qu'il soit important d'avoir des diagnostics, parce que ça permet de pouvoir avancer et puis prendre aussi une part active dans les soins, il faut toujours partir des mots des jeunes et de ce qu'eux décrivent comme difficile. Et il me faut un bon moment pour m'adapter au changement. Mais quand je dis un bon moment, c'est vraiment un bon moment. C'est pas 2 jours. Une chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est aussi le contact avec les autres aussi. D'avoir du contact avec d'autres personnes. Dans un endroit où je pouvais dire à peu près pourquoi je venais là. Quelque part où je ne serais pas jugé. Où il n'y a pas de performance requise. Un environnement sécurisé. En gros, voilà, c'est ça, j'avais peur que ça se passe mal, du coup j'anticipais. Et maintenant d'avoir fait... L'idée c'est de s'occuper des personnes et pas de leur diagnostic. Je trouve que c'est quelque chose dont souffrent passablement les patients, surtout ceux qui sont atteints de psychose, d'être jugés, d'être considérés à partir de leur diagnostic plutôt qu'à partir de qui ils sont et puis de leurs ressources. Vous aimeriez garder la parole ou Alors, ils ont des problèmes de santé, ils ont des symptômes qui se manifestent parfois, mais c'est important d'être pris pour la personne qu'on est. Ça, je crois que c'est un point fort mais je dirais des soins modernes, ou comme ça, des soins actuels. C'est aussi vrai à l'hôpital, c'est aussi vrai dans les consultations ambulatoires, mais c'est vraiment important. Je pense qu'une personne avec un trouble, quel qu'il soit, c'est pas le trouble qui l'a défini. À un moment donné ou à un moment de crise, peut-être, que le trouble prend le dessus. C'est une évidence. Mais c'est pas ça qui définit maintenant la personne que je suis aujourd'hui. Moi, je recommence à essayer d'être autre chose aussi que juste une personne soignée. Le truc, c'est que ça se voit pas la plupart du temps. Sur les visages, ça se voit pas du tout quand on est en souffrance à l'intérieur. D'ailleurs, il y a le fait de se donner un masque aussi, de faire montrer que tout va bien. Enfin, ça, c'est ce que j'ai fait en fait toutes ces années à l'école. En fait, je m'étais mis un masque, voilà. Mais le masque, à un moment donné, il est tombé. Ah oui, il tombe. Ah oui, il est tombé à la fin de l'école, quand en fait j'ai fini mes études et puis là, je me suis un peu relâché. Et je dirais toute l'armure que je m'étais fabriquée, quand je me suis relâché, tout est tombé. Puis derrière, c'était pas une peau que j'avais, c'était carrément à vif en fait. Ouais, puis maintenant, il faut soigner tout ça. Alors pour ce premier exercice de percussion corporelle, c'est toujours le même, on commence toujours comme ça. Manon revient de loin. Longtemps, elle aussi a caché cette souffrance invisible pour les autres. Par chacun de manière individuelle.
jusqu'à ce que la boucle soit bouclée. La personne qui a initié refait le mouvement et après c'est la personne sur Je prends souvent cette image où j'ai l'impression que je hurle tellement fort et que personne ne m'entend. Mais en fait, je hurle pas du tout. Je hurle dans moi. Et ça, c'est une image qui m'est très souvent restée et qui ressort encore. J'ai l'impression de hurler, je dis mais pourquoi est-ce que personne ne fait rien? Pourquoi personne ne m'entend? Parce que je ne crie pas. À 18 ans, au moment de passer son examen de maturité, Manon n'en peut plus. Elle s'effondre et se retrouve à l'hôpital. Elle y restera de longs mois. Mais c'est quoi d'avoir une casse comme ça? On est comment? On n'est rien, on ne devient plus rien. Je ne sais même pas si j'étais un être humain. C'est rien, c'est un fantôme, c'est un tas de poussière. Voilà, c'est ça. C'est ça, puis on est trimballé un peu par-ci, par-là, on ne comprend même pas. Enfin, je vais parler en jeu plutôt. Voilà, j'étais trimballée par-ci, par-là. Je comprenais rien, ce qui m'arrivait. Les gens s'agitaient autour de moi, plus ou moins. J'ai rien compris. Les mains et les pieds d'un côté vont ensemble. Après, pied, main, pied. Que c'est pas en même temps. Quand je suis arrivée ici, c'était un trou noir. L'avenir n'avait pas de sens. Non, c'est pas qu'il n'avait pas de sens. Le mot avenir n'existait pas dans mon vocabulaire, c'est tout. C'était 30 secondes par 30 secondes, à peu près 2 minutes par 2 minutes, puis 5 par 5. Ça marche. Et vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas tout de suite, c'est pas grave. On y arrivera une autre fois. On a le temps. On y va? Pour chaque jeune, il y a des objectifs. Pour certains, ça va être de faire, par exemple, de pouvoir prendre sa place dans le groupe, de travailler la confiance en soi. Ça peut être aussi de pouvoir travailler sa concentration, faire quelque chose de A à Z. Et c'est sûr que l'équipe soignante qui est là est sensible et suit l'évolution et les projets thérapeutiques de chacun au sein des différentes activités. Pam, palam, palam, pam, 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 palam, palam, pam. Manon vient de passer les 3 dernières années à l'Institut. Elle mesure aujourd'hui le chemin parcouru. Ma première journée de visite, j'ai eu cette activité. Je suis partie en pleurant de la salle. Voilà, c'était pas possible. J'arrivais pas forcément à me visualiser dans un programme où je pouvais avoir des activités que je pouvais imaginer faire. Que ce soit du théâtre, que ce soit tout ce qui est un peu de danse, tout ce qui est expression corporelle, tout. Voilà. Puis finalement, on essaye parce que de rester tout le long sur le canapé pendant l'activité, c'est pas très drôle. Puis on essaye une fois, puis on essaye 2 fois. Puis 3 ans et demi après, c'est notre activité préférée. Et puis on adore. Puis ce qui a été noté, c'est qu'elle avance beaucoup au niveau de son autonomie. Elle se stabilise tant bien que mal au niveau de ses symptômes, mais que pour l'instant, reprendre une formation paraît pas réaliste parce qu'elle est trop en souffrance et puis aussi trop décalée. Les activités occupent une place importante, mais on est en psychiatrie et les soins classiques ont aussi leur rôle à jouer. L'établissement travaille en réseau avec les institutions publiques du canton qui lui recommandent de nombreux patients. Une fois par semaine, le docteur Holzer, médecin responsable de la psychiatrie adolescente et de la pédopsychiatrie au CHUV, assure le suivi médical des patients avec la directrice et l'infirmière-chef. C'est d'une forme liquide comprimée. Avec d'autres choses. Bonjour, comment ça va? Je prends une petite assiette de plus. Comme ça, c'est là? Et pour sa visite hebdomadaire, le docteur Holzer laisse volontiers de côté la blouse blanche. Je suis attentif à ce qu'ils puissent se sentir à l'aise ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours été volontaires pour venir à l'hôpital, qu'ils ont parfois subi des soins sous contrainte. Et je suis attentif à l'idée qu'ils n'aient pas l'impression que ce soit une psychiatrie omniprésente, omnipuissante et qui soit cernée sur tous les fronts. Et que le docteur Holzer, non seulement ils l'ont vu à l'UHPA, au CTJA, avec l'équipe mobile et puis encore à l'Institut, au secours. Ça va comme ça? Laisser les soins un peu discrets, c'est aussi une forme de valorisation, c'est-à-dire leur dire que oui, ils peuvent s'exprimer là-dedans, c'est pour eux-mêmes qu'ils peuvent avancer, qu'ils peuvent être créatifs dans les ateliers, pas nécessairement pour répondre à des soins. Prescription du docteur Holzer, se soigner bien sûr, mais vivre aussi. Laisser la maladie de côté pour un temps.
Du coup, pour ce soir, on avait prévu des gnocchis. Ah Et non. vous devez décider. On peut pas faire autre chose. On n'a pas le choix. On a Mais prévu on des mange gnocchis. tout le temps des pâtes. C'est des patates en l'occurrence. Oui, mais c'est la même chose. Voilà. Donc on a que le choix de la sauce, Non, sérieux. que le choix de la sauce et du dessert. Mais On va non, faire- mais- Moi, je suis la d'accord. majorité l'ont porté, c'est pas parce Non, qu'on est mais des hommes. sérieux. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez comme sauce? Pour certains patients, l'expérience de l'hôpital de jour va au-delà de la journée d'activité. Ils vivent en interne dans des hébergements thérapeutiques, comme l'appartement de Montagibert, sur les Hauts de Lausanne. Ces hébergements aident à accompagner les jeunes vers l'autonomie. Des trucs avec des œufs. Ils sont encadrés par un soignant pour le début de soirée, et la nuit, c'est un veilleur qui prend le relais. Faut les peler? Ouais, mais tu les écrases et... Il faut les peler d'abord. Désolé, j'étais trop... Je peux le faire s'il faut. C'était une action violente. Donc, je dois vraiment l'équiper, en fait. On va le faire tous ensemble, je crois. Au sein des hébergements, il y a tous les actes de base de la vie quotidienne. Et c'est parfois et souvent des choses basiques qui sont mises à mal et qui peuvent poser des difficultés. Prendre soin de soi, de son environnement, apprendre à vivre avec les autres. Ces hébergements permettent un travail sur l'autonomie psychique et l'autonomie pratique de chacun. Yves-Pierre qui arrive. J'ai fait exprès. Avec les couteaux, quoi. Jonathan a 18 ans. Il vit ici depuis 6 mois. Fragilisé par la maladie, il sort peu à peu de sa coquille. Je me suis un peu replié sur moi-même. Donc, un peu comme une protection. Je m'isolais. Je n'aimais pas être en groupe. C'est sûr, je me sentais pas à l'aise. J'étais pas très confiant. J'ai une chanson, des patates à peler, ça use. Des patates à peler que j'arrive pas à peler. Moi déjà, je suis prématuré. À la naissance, je pesais 700 grammes. D'où mes problèmes de concentration et de lenteur. Ouais, le crash, si on peut dire comme ça. Il y avait la pression du gymnase, je savais que je devais y aller, et puis ça m'a fait un peu un stress, ouais, enfin, psychologique. En fait, moi, je me suis un peu laissé aller en face de difficultés qui me semblaient insurmontables. Il y avait un peu toute la caractéristique du burn-out. Donc, je mangeais plus, je buvais presque plus. Enfin, je savais pas comment décrire, comment exprimer ce que je ressentais. Ouais, je me voyais, voilà, je me voyais mourir. Et après, on y va avec l'aime. T'as une sacrée responsabilité, Jonathan. Ah oui, ça je sais. Mais moi, quand j'étais petit, je voulais faire pâtissier, mais... Ah ouais. La fois, non, je crois pas que je vais... Là, je vais peut-être faire de temps en temps de la pâtisserie, sans que ça en devienne un métier. Ouais. Un loisir. Guillaume, tu vas mettre en couvercle dessus, après On apprend à vivre avec d'autres jeunes. Et des fois, c'est pas facile, parce qu'on a tous un peu, voilà, notre tempérament, nos caractères. Mais justement, on apprend à faire avec, à s'adapter. Ouais, parce que la vie en communauté, c'est pas facile, mais il faut la vivre quand même. Ouais, j'ai pas 80 ans, hein. Moi, je vais faire la... L'ambiance collégiale qui règne dans les maisons et à l'Institut s'explique aussi par 2 conditions imposées par l'établissement. Nous avons des situations dans lesquelles on ne peut pas entrer en matière parce que nous n'avons pas l'expertise et parce que ça peut mettre aussi en difficulté le groupe. Ce sont les situations d'extrême violence et aussi d'abus de substances. Apprendre à vivre en groupe, c'est une chose. Apprendre à vivre seul en est une autre.
l'Institut Maïeutique dispose aussi de studios pour aider ses patients à gagner en indépendance. Delphine a fait le pas. À 30 ans, cette étudiante en sciences de l'éducation est en route vers l'autonomie malgré les blessures infligées par un passé douloureux. Le premier couac, c'était en avril 2008. Ça s'est passé un jour où j'étais justement à l'Uni. Et j'ai commencé à trembler et personne ne comprenait ce qui se passait. Les gens ont essayé de s'approcher de moi, mais c'était impossible, je hurlais. Et puis du coup, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Et au début, on m'a dit que j'avais une maladie psychique, style la schizophrénie, comme ça. Puis ensuite, on a vu que c'était plutôt le stress post-traumatique, enfin, des abus que j'avais eus dans mon enfance, qui remontaient à la surface. Enfin, ça remontait à la surface, ça faisait écho avec des cours que j'avais eus. Au début, ouais, ils m'ont amenée à l'hôpital et puis c'était encore pire que tout parce que je comprenais rien, je voulais pas de piqûres, je voulais pas, entre guillemets, qu'on m'interne. Parce que j'avais encore cette image dans la tête que les gens qui sont internés, c'est des fous. Puis après, en ayant été dans ce milieu, je me suis dit qu'en fait, pas du tout. Bien sûr, on se dit on n'est pas les seuls, on est tous là pour nos propres problèmes et du coup on se soutient entre nous. Après, bien sûr, il y a des situations qui peuvent être anxiogènes. Comment on dit ? Ouais, voilà, anxiogènes. Parce que finalement, ouais, il y a des situations qu'on peut vivre qui sont dures à voir parce qu'on voit la personne en souffrance, on voit que ça nous touche et du coup ça nous ramène à nous-mêmes aussi, à nos propres problèmes. Mais après, il faut faire la part des choses et se dire qu'on est là les uns pour les autres aussi et qu'on est là pour nous surtout. Voilà. Non. Tu me la tiens tout court. Pourquoi je pourrais pas la faire amoureusement, moi? Coucou Betty, c'est l'heure. On t'attend pour déjeuner. Coucou. C'est l'heure, faut se lever. 8 h du matin, c'est l'heure du réveil à Montagibert. À l'Institut, les activités commencent tard, à 10 h moins le quart. C'est que les médicaments et leurs effets secondaires peuvent transformer les réveils en épreuves. Des traitements souvent lourds, pas toujours faciles à avaler. Tous les jours, voilà, on se lève, même si des fois on n'a pas envie, on n'a pas la force. La plupart prennent quand même des médicaments. Ça nous fatigue quand même un peu, ça nous aide pas dans la concentration. Et puis, du coup, il faut donner un peu plus de nous pour justement combattre tout ça. J'aimerais bien ne pas avoir de médicaments. Après, c'est une béquille et clairement, c'est quelque chose qui... Je pense que il y a des moments, si j'en avais pas eu, je préfère pas savoir à quoi j'en serais maintenant. Mais c'est le médicament, quoi. Pour toi, c'est quoi ton rapport à la médication ? Ça reste actuellement encore aujourd'hui, pour moi, une des choses les plus compliquées. C'est mes prises par jour. J'avale un camion 4 fois par jour. Voilà. Mais je l'ai essayé de le rendre dans un quotidien en me disant voilà, c'est comme ça, il y a des horaires aussi. Hein, donc voilà,
on en rigole. Mon alarme, c'est Bob Marley parce que je dis que je prends de la drogue, du coup, voilà. Enfin, j'ai démystifié comme je pouvais, moi, avec moi-même. Mais non. Et puis c'est très mal vu. Si je suis aussi en société quand je dois prendre, enfin, je ne l'apprends pas en société. Je vais un peu plus loin ou voilà. C'est pas quelque chose que je fais au milieu du train. Guillaume, Isabelle, Samy. Certains patients, comme Philippe, souffrent aussi de troubles obsessionnels, des TOC comme on les appelle, des manifestations spectaculaires de la maladie que la médication ne parvient pas encore à supprimer. Delphine. C'est tellement complexe, mais c'est constamment des idées obsessionnelles qui viennent me faire focaliser toute l'attention sur une chose, sur un détail. Donc il y a des tocs visibles qu'on peut voir quand je m'asseye. Avant de m'asseoir, je vais regarder la chaise. En me relevant, je vais regarder si j'ai rien oublié, par exemple. Ou même quand je suis en train de tourner en rond dans une salle, là c'est qu'il se passe énormément dans ma tête. Et que j'ai des rituels à faire, à terminer, pour pouvoir passer à autre chose. Et tant que j'ai pas terminé ces rituels, on a beau me parler, on a beau me pousser, des fois je vais même pas répondre. Les activités me permettent justement de sortir de ces pensées. Ça dépend des activités, hein. Il y en a pas du tout, comme il y en a où j'arrive vraiment à rentrer dans l'action, à participer, et ça me libère un peu de ces tocs qui m'envahissent. Ouais. Je suis absolument conscient de ce qui m'arrive et moi j'ai réfléchi énormément. C'est un truc qui me travaille énormément. Je suis conscient, mais je suis obligé de le faire. Et il y a des moments où je réfléchis très loin et je trouve ma situation très absurde en fait. Parce que ces tocs, ils sont d'un côté comme nécessaires pour moi. Je suis obligé de les faire pour, pas survivre, mais pour vivre en fait. Mais c'est en même temps ce qui me détruit. C'est en même temps ce qui m'empêche de vivre normalement. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai envie de sortir, j'ai envie de vivre. Mais en fait c'est ici que j'ai appris à revivre. Je pense à m'autonomiser, à pouvoir par exemple aller acheter quelque chose toute seule sans être en stress complet. Je pense à pouvoir mieux gérer mes angoisses, que j'arrive déjà un peu mieux qu'un temps, mais c'est toujours présent et finalement j'ai envie de pouvoir ne plus les avoir. Je dois pouvoir reprendre confiance en moi parce que j'ai tout perdu. Et puis réussir à gérer mes émotions, à pouvoir ne pas envoyer chier tout le monde tout le temps quand je suis pas d'accord avec la personne. C'est parti. L'atelier danse-théâtre est une des activités préférées de Guity. Aujourd'hui pourtant, elle reste en retrait. Les angoisses la submergent.
Après un an passé dans l'appartement de Montagibert, on lui propose de s'installer dans un logement semi-protégé. J'ai très peur de la solitude. Et donc de me retrouver dans un appartement où je risque pendant des soirées d'être seule, ça me fait très peur. La solitude, je l'assimile à malheur et du coup pour moi clairement, je me vois vraiment pas être dans cet appartement. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas, je sais pas. C'est juste que c'est moi et mes problèmes d'abandon, mes problèmes de solitude et toutes ces angoisses qui m'habitent depuis un moment. Et depuis, je pense, mon adoption, ouais. C'est une étape. Mais je veux pas déménager tout de suite après. Mais qu'est-ce que ça change, ça? Notre responsabilité, c'est aussi de mettre certaines limites et d'accompagner les jeunes vers une autonomie. Et c'est un équilibre très, très subtil parce qu'en même temps, il faut offrir un port d'arrimage pour permettre aux jeunes de prendre confiance et de travailler cette autonomie. Et en même temps, il faut les accompagner vers un mouvement extérieur. Mais vous savez que Monta, ça ne va pas pouvoir être longtemps encore. Non, je sais, mais côté jardin, j'ai pas envie. Pas pour l'instant. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc que je connais. Les gens, je les connais. Enfin, genre les veilleurs, je les connais vite fait. Enfin, il y en a un qui est aussi à Monta, donc voilà. Pour le moment? Bah non, mais non. Parce que dans le fond, quand vous êtes arrivé à l'Institut, vous connaissiez personne. Bah, on a bien vu comment j'ai galéré pour arriver à intégrer. Et faire une journée d'essai, c'est déjà hyper dur. Alors, Oui, mais vous y êtes, et puis maintenant, regardez le chemin que vous avez fait. Vous vous souvenez la traversée du fleuve Amazon? Le passage de l'enfance à l'âge adulte, ouais. avec la pirogue, puis que le retour en arrière sur la berge qu'on a quittée, il n'est pas possible. Pendant que Guity appréhende le changement, d'autres s'impatientent. C'est vrai que les séjours à l'Institut sont souvent longs, 3 ans en moyenne, une vraie rupture. Je reprends mes études cette année. Je pense que ça va mettre plus de temps que si j'avais pas de médicaments ou comme ça. Mais je reprends mon travail de master et puis je suis contente. C'est pas évident que j'ai dû prendre autant de temps parce que je me comparais par rapport à mes amis et puis qui sont déjà mariés avec des enfants et puis moi c'est mon rêve depuis toujours d'avoir des enfants donc là j'ai 30 ans on se demande quand ça va venir quoi. Est-ce qu'un jour ça sera pour nous ou pas pour moi et puis ça a été aussi quelque chose de très difficile. Et c'est encore des fois difficile de me dire que mes amis du même âge, ils ont déjà 1 ou 2 enfants, puis moi je suis ici. C'est pas facile d'accepter quand même. Se dire qu'on a des difficultés, qu'on a des angoisses, et qu'on est dans un lieu certes bien, la maladie dit que c'est bien, dans un lieu certes bien, mais si on voit par exemple d'anciennes connaissances d'écoles qui font gymnase, qui vont à l'université, ça peut être quand même assez dur à voir. Bien sûr, je suis content pour eux, mais après, quand moi je vois dans la situation que je suis, je me dis, ça m'emmerde.
Yep. Oui, il y a parfois une forme d'impatience du patient, de sa famille, parce qu'il faudrait mettre derrière eux cette période de maladie, de souffrance, ce qu'on peut évidemment bien comprendre. Mais parfois, il faut un peu perdre du temps pour en gagner après. Enfin, et ça, c'est une notion qui est discutée, qui est aussi valorisée dans les activités, parce qu'on axe sur l'ici et maintenant. En attendant la sortie, on rame. On avance coûte que coûte. Pour Virginie et les autres patients, pas question de perdre le nord. Quand on est sur le lac, c'est absolument génial. C'est calme. Il y a les vagues, puis un peu le vent, puis même parfois des mouettes. Toujours bouger, toujours ramer. Et de ne pas voir où on va. Ça, c'est important, parce que l'aviron, on est dos à la destination où on va. Ce qui est encore plus impressionnant. Toujours notre destination dans le dos. Au début, c'est hyper compliqué, parce qu'avec les vagues, un coup, notre rame va rester coincée sous l'eau, ça va tout déséquilibrer, on va toucher les rames de l'autre. Mais tout est prévu pour que les bateaux restent stables quand même. Mais on apprend à faire confiance, puis à se faire confiance aussi. Les pagaies. Est-ce que tu as envie d'aborder quelque chose en particulier aujourd'hui? Je sais pas, moi je suis un peu... Je suis dans une phase de déni. Oui. J'ai pas envie de dire au revoir. Oui. Ça veut pas dire que tu pourras pas recroiser certaines personnes d'ici ou même garder certains liens, venir dire bonjour. Je pense que c'est pas des choses qui sont impossibles. Je pense qu'il faut pas le voir comme une fin. Toutes les activités auxquelles tu as participé, elles t'ont donné les outils pour faire quelque chose de mieux. Tu mérites mieux que rester à l'Institut. Dernier entretien hebdomadaire pour Manon et sa référente, la psychologue Marjorie. C'est un changement. Manon va bientôt quitter l'Institut pour débuter une formation dans le domaine du social, soutenue par l'assurance invalidité. Partir n'est jamais chose facile, même si le projet de sortie est évoqué dès l'admission des patients. Les élans de liberté sont souvent freinés par une méfiance légitime vis-à-vis du monde extérieur. Certains patients n'ont pas voulu témoigner, craignant notamment de ternir leur image auprès d'employeurs potentiels. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis posé la question si pour un employeur, c'était... Est-ce qu'ils allaient prendre quelqu'un qui savait qu'il était passé par la maladie psychique ou pas? Et puis finalement, je me suis dit que... il n'y avait pas à se cacher de ça parce que les couacs, comme je dis, ça peut arriver à tout le monde. Il peut y avoir des personnes qui font des burn-out ou tout d'un coup il y a quelque chose dans la vie qui est compliqué puis qui rend la personne dépressive. Les patients eux-mêmes sont moins à même de défendre leurs intérêts. Il y a moins de lobby de patients psychiatriques qu'il y a de lobby d'autres patients. Et puis les parents de ces patients aussi se sentent stigmatisés, ont honte de ce qui arrive, se culpabilisent. On a eu beaucoup d'explications psychologiques qui condamnaient les parents. Etc. Donc tout ça, ça reste quand même. Et ce sens d'une certaine faute qui serait à l'origine des troubles psychiques
ça fait que les gens défendent moins bien leurs intérêts et que c'est plus difficile de parler noblement de la psychiatrie que ça l'est de parler du cancer ou d'autres choses. Mais c'est un combat qui est permanent parce qu'au fond de la stigmatisation, il y a de la peur. Alors chez les patients, de la peur des autres, et puis dans la population, la peur des patients, c'est une sorte de peur non fondée, mais c'est une lutte perpétuelle pour éviter de dériver vers ça. Je tourne dans l'espace et je vais m'étirer vers le ciel et vers la terre. C'est ce qui a été le plus difficile peut-être pour moi. Quand j'ai chuté, toutes les personnes qui ont dit à mes parents « Mais non, mais pas Manon, pas cette fille si joyeuse, si rayonnante, si souriante, qui est toujours motivée à tout. » À force de l'entendre, j'ai dit « Mais fermez vos gueules, oui, Manon, cette fille si joyeuse, si souriante et tout ça, qui appartenait à la famille parfaite. » Et oui, et ben voilà, la petite maison dans la prairie en psychiatrie, ça fait pas joli. Ben, c'est comme ça. Selon une étude récente, les troubles psychiques toucheraient 17% des Suisses. Mais la maladie reste un tabou. Pourtant, le rétablissement est possible, d'autant plus quand les patients sont jeunes et que leur prise en charge est précoce. La question de rétablissement, c'est plus que la simple question de guérir. Le concept de rétablissement, c'est dire qu'on peut, quelle que soit notre condition, trouver un équilibre et puis redonner un sens à sa vie, qui peut être un sens qui peut être une vie qui comprend encore des symptômes, encore des difficultés, mais qui permet aussi de réaliser des choses. Et c'est une façon de voir un équilibre possible sans forcément devoir éliminer tous les symptômes et toutes les difficultés, ce qui est d'ailleurs le fait de notre existence à tous. On n'est pas complètement équilibré et complètement heureux tout le temps non plus. Donc voilà, et des fois, un peu paradoxalement, on attend des patients pour dire qu'ils sont guéris, qu'ils aient absolument plus aucun problème, ce qui en ferait des surhommes. Croyez les gens qui vous disent bah, « je vais mieux aujourd'hui ». Croyez-les. Parce que c'est une expérience très dure, très compliquée et en même temps enrichissante. Parce qu'on sait nos propres forces. Ça fait rebattre mon cœur. Ça m'a redonné... Enfin voilà, j'ai juste... je suis pas sûre que je serais encore en vie s'il n'y avait pas eu l'Institut, donc ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Moi, je suis toujours très touchée par les moments de départ. On partage des moments intenses dans cette vie institutionnelle, pleine de vie, pleine d'inconnus, pleine de moments aussi douloureux, difficiles parfois. Et le moment de la séparation, c'est un moment en même temps de satisfaction, parce que dès l'arrivée, on attend ce moment de la fin, et en même temps, c'est la fin d'un temps, c'est la fin d'une étape, et c'est aussi extrêmement touchant. C'est le grand jour pour Manon, le jour des adieux. Un jour pour pleurer et pour penser à l'avenir, tout en restant lucide. Mon rêve serait de pouvoir vivre avec la problématique que j'ai. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y aura plus, mais de vivre avec la problématique que j'ai et de pouvoir faire cette formation et d'avoir, alors ça c'est très égoïste, mais c'est une reconnaissance personnelle, d'avoir un papier, d'avoir fini ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de faire en me levant tous les matins. Voilà. En ayant certainement toujours un petit peu cette peur qui sera, j'espère, de plus en plus mise un peu de côté, moi en premier plan, un peu plus derrière. Mais voilà, de pouvoir faire ce que j'ai envie. Et j'espère que, avec le parcours que j'ai eu aussi, je pourrais être que bienveillante et aidante comme on a pu le faire avec moi, avec d'autres personnes. J'espère. Aujourd'hui, on va prendre un moment pour saluer Manon et je vous propose qu'on puisse commencer. Et voilà, une aventure, une grande aventure.
parfois ils sont encore plus combatifs que la moyenne des citoyens lambda. Parce qu'ils ont vécu des choses tellement difficiles et tellement lourdes qu'ils sont condamnés à aller de l'avant. J'ai envie de pouvoir, un jour pouvoir me dire et l'assumer complètement et me dire je suis heureuse, je suis contente, je suis en vie, je suis bien. Mais pour l'instant, j'ai jamais. Je dis je suis contente, je suis. Mais heureuse, c'est un mot qui me. Je peux pas l'associer à moi et à mon parcours. Souvent, quand je suis en ville, je regarde les gens et je me dis, ils ont de la chance. J'ai envie de leur dire, mais vous êtes heureux. Enfin, j'ai envie de leur poser la question parce que je vois ces personnes et je me dis, mais ils ont une vie. Ils sont là, ils vont au travail, je vois des parents avec leurs enfants et j'ai envie de leur dire, mais vous êtes heureux, vous. Enfin, c'est hyper bizarre et parfois je dis à mes potes, mais regarde, ils sont heureux, ils ont de la chance. Ils sont heureux. Même si le bonheur peut lui sembler hors d'atteinte, Guiti a su affronter ses angoisses. Elle a finalement déménagé dans sa nouvelle chambre. Un pas vers l'autonomie. Un combat de gagner.